L'activité de l'immobilier va mieux, de meilleures conditions d'emprunt, des prix qui se stabilisent, mais l'équilibre est encore fragile. Allez, on vous donne des conseils. Comment se projeter dans son projet immobilier? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Julien Villeneuve, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général adjoint de la boîte Immo et qui publie l'Observatoire Intercab des agents immobiliers indépendants. Le voici. Caroline Pesquereau, bonjour. Bonjour Olivier. Directrice marketing et communication, nouvelle directrice marketing et communication d'Empruntis, courtier spécialisé en crédit immobilier et qui présente l'éclaireur des tendances des taux. Alors à tous les deux, nous sommes mi-mai. J'ai envie de vous demander déjà professionnellement, dans quel état d'esprit êtes-vous, Julien? Écoutez, déjà, c'est un momentum plutôt agréable pour nous parce que nos clients qui ont, comme vous le savez, subi un marché immobilier assez compliqué ces dernières années, retrouvent peu à peu le moral. Donc forcément, voilà, on est heureux, on retrouve un quotidien avec beaucoup plus d'enthousiasme. Et puis, ça ne vous aura pas échappé, l'IA est partout et l'immobilier n'y échappe pas. Et pour la boîte Immo, c'est aussi beaucoup de challenges avec beaucoup de projets ambitieux à la clé pour pouvoir apporter encore plus de services à nos clients et puis évidemment une expérience enrichie pour le particulier. Le moral est là. Est-ce que le moral est là aussi Absolument. D'Empruntis? Absolument, ouais. Olivier. Nous aussi, nous avons des clients ayant retrouvé le moral avec de nouveaux projets, des perspectives plus enthousiasmantes. L'IA est aussi au cœur de nos sujets. Nous avons développé déjà beaucoup de facilités grâce à l'IA et nous allons également aussi développer tout cela. Donc, plutôt un bon moral. Bon, alors, on va rentrer maintenant dans le détail de vos différents indicateurs. Julien, on va démarrer tout d'abord par cet observatoire Intercab. Les principaux enseignements sur l'évolution du marché et la perception et les retours terrain des agents. Alors c'est vrai que le terrain était très attendu puisqu'on avait fini 2024 avec des frémissements. On attendait de savoir si finalement c'était des indicateurs qui allaient acter d'une vraie reprise du marché. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal d'indicateurs qui sont positifs. D'abord, pour un peu plus de la moitié des agents immobiliers que nous interrogeons, puisqu'ils sont à peu près 8500 agences et à peu près 47 000 utilisateurs quand même d'Intercab. Pour plus de la moitié, la baisse des taux a eu un effet positif. Ça, c'est très important. Dans le même temps, les acheteurs sont revenus. Pour plus de 64% en fait, des agents immobiliers, l'acheteur est maintenant de nouveau sur le marché, ce qui n'était pas vraiment le cas en 2024. Je vous rappelle, on a eu un point très bas. Donc ça, c'était des valeurs très, très importantes pour nous. Ceci étant, l'effet de levier de la baisse des taux n'a pas joué à plein. Pour le moment, on n'est pas encore sur un effet global. N'a pas joué à plein ou ne joue pas encore à plein? Parce qu'on est quand même passé, on rappelle historiquement, de 1 à 4% très rapidement, ce qui avait littéralement figé le marché. Et puis là, on était à 4,30% en moyenne, on redescend autour de 3%, ce qui redonne du pouvoir d'achat avec un peu plus de stabilité. Ça, vous pensez que... Bon, c'est une dynamique qui est en marche, mais elle n'est pas encore Disons suffisante. Que dans l'équation immobilière, qui est toujours portée par trois variables, c'est toujours les mêmes. C'est donc on a le prix, les taux, et en fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les prix sur une année ont augmenté de à peu près 1 point. 3% par rapport au dernier trimestre. Donc l'effet de levier de la baisse des taux qui aurait pu avoir un impact positif est quand même un peu annihilé. Aujourd'hui, les vendeurs sont encore campés sur leurs prix. Ils ne sont pas encore décidés à baisser les prix. Et donc on se retrouve avec des marchés un petit peu différents. Il n'y a pas un marché immobilier français. Des marchés à plusieurs vitesses. Voilà, exactement. Il y a plusieurs marchés. Donc il y a des marchés qui sont assez dynamiques, avec des croissances en termes de compromis à 2 chiffres. Par exemple,
exemple, Nantes, Marseille, Toulouse sont des marchés très porteurs. Mais par contre, l'Île-de-France est un peu en recul. On a noté à peu près 7 points de progression en termes de compromis de vente, ce qui est très bien. Mais je vous rappelle, on part d'un point bas. Donc cette progression, même si elle est importante, il faut la remettre, il faut la relativiser. Bon, il y a quand même donc des transactions qui sont à la hausse par rapport à l'année dernière. Vous dites les retours terrain, le crédit très bien, en tout cas c'est encourageant, il y a une dynamique, mais vous dites attention les prix. On avait entendu qu'il y avait une baisse de prix, vous dites non, il y a plutôt une très légère remontée des prix. Maintenant c'est une tendance nationale. Alors, on va dire que les prix stagnent. Pour être très clair. Mais comme ils n'avaient pas baissé ces dernières années, on se retrouve finalement avec des prix flat, avec certes des taux d'emprunt qui ont baissé, puisqu'on a eu une euphorie quand même assez délirante, mais du coup l'effet ciseau ne marche pas à plein. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas encore une reprise aussi forte qu'on aurait pu l'espérer. Et puis il y a un autre facteur qui est très important, qu'on doit rajouter à l'équation, c'est que le particulier aujourd'hui, en fait, voit le marché immobilier aussi à l'aune du marché économique, du marché, de l'actualité économique, de l'actualité géopolitique, et ça a une grande importance en fait dans l'acte d'achat. Donc oui, ils sont revenus, mais ils sont plus regardants. Les prix sont encore importants, donc ils sont attentistes. Il faut savoir aussi qu'ils ont plus de choix. Donc ça a aussi un impact sur la durée et des délais de vente qui se sont vraiment allongés. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des professionnels qu'on a interrogés et qui nous disent aujourd'hui qu'ils sont assez peu confiants sur le fait de pouvoir écouler leur stock à date sur les 3 prochains mois. Alors je vous rappelle, le délai normatif classique des délais de vente, c'est 90 jours. On est plutôt à 140 aujourd'hui, ce qui quand même fait que le taux de rotation des stocks est assez lent. Et la marge de négociation autour de 5-6%? Voilà. Alors, elle reste à peu près stable. On aurait pu imaginer que les prix affichés, finalement, étaient une donnée et que derrière, il y a une marge de négociation importante. Ce n'est pas le cas. Donc, on reste quand même sur des vendeurs qui restent campés sur leur position. Mais vous dites, en fait, une fragilité aussi, avec un contexte économique, géopolitique incertain, qui fait que ça repart, mais plutôt en douceur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué en fait pour le particulier d'avoir une lecture claire du marché. Comment se projeter quand vous avez un marché qui subit les frasques d'un président un peu fantasque. On voit les marchés d'actions qui passent de plus 30 à moins 20. C'est très compliqué. Donc, par contre, ce qu'on peut nous imaginer, c'est que la valeur de la pierre a toujours été une valeur refuge. Je pense qu'elle va l'être de plus en plus parce que ça reste stable, que depuis l'après-guerre, finalement, les prix de l'immobilier n'ont jamais cessé d'augmenter, si on regarde la courbe. Et donc, je pense que les particuliers vont revenir à cette valeur-là aussi. Donc, attendons. On était à 780 000 à peu près transactions fin 2024. Marché normatif 850. On peut espérer que d'ici fin d'année, on puisse retrouver cette moyenne-là. Oui. Un mot sur les biens. Vous parliez de valeur et notamment on pense à la valeur verte des biens, notamment ceux qui sont classés G, c'est-à-dire les plus énergivores. Y a-t-il plus de ventes sur le marché ou pas? Qu'est-ce que vous observez à la boîte IMO? Alors nous, en fait, seuls 20% en fait, de nos agents immobiliers ont dit que ça avait eu un impact et qu'ils avaient vu plus de biens classés G arriver sur le marché. Ce que nous, on constate, c'est que beaucoup de baux en fait, sont encore en cours. Et donc, ils n'ont pas encore subi l'effet de la classe G, puisque c'est lorsque vous libérez votre bail que vous êtes obligé de vous contraindre en fait, à cette nouvelle classification. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore l'effet pervers, et donc il n'y a pas eu de retour ou de mise sur le marché très conséquente de ces produits-là. On n'a pas encore le recul suffisant. Très bien. Caroline, pour Empruntis, on parle aussi du contexte économique, géopolitique. Est-ce que, déjà, ça va mieux? Il y a un peu de visibilité pour les emprunteurs? Alors, ça va mieux. Quand on se positionne le printemps 2017 jusqu'au printemps 2023, on avait des volumes de production mensuels qui oscillait entre 15 et 25 milliards d'euros. Depuis 2 ans, on était plutôt dans une fourchette à plus ou moins 10 milliards d'euros. On a été au plus bas en mars 2024 à 7 milliards d'euros. Bonne nouvelle, la Banque de France a sorti les derniers chiffres du mois de mars et aujourd'hui, on a produit 12 milliards d'euros. Donc le marché, reprend. On voit sur l'infographie d'ailleurs la relance, un peu la production de crédit qui va mieux, qui repart. C'est ça. Depuis le début de l'année, on observe cette progression timide.
Elle est certaine, mais elle est timide. C'est déjà ça, quand même. C'est déjà ça. Un peu moins bonne que celle qu'on espérait au sortir de 2024, mais elle progresse. Alors, elle progresse pour deux raisons. Elle est timide, je dirais. Elle est surtout timide pour deux raisons. Alors, bien qu'on ait quand même une stabilité de l'inflation, que nous ayons aussi les taux directeurs menés par la BCE qui soient baissiers. On a quand même vécu 6 baisses successives en 2024. Donc les banques jouent le jeu et en tout cas suivent cette tendance à la baisse sur les taux d'intérêt. Exactement. Ouais. A contrario, nous vivons quand même dans une époque, et je rejoins absolument Julien, qui est un petit peu chahutée d'un point de vue géopolitique, à l'est et à l'ouest, notamment, mais aussi des mesures gouvernementales qui ont été quand même un peu chahutées aussi. La période de l'été dernier a été assez compliquée, et tout cela a entacher la confiance des ménages sur la réalisation de la projection de leurs envies d'acquérir. Les taux d'intérêt. Alors ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Les taux d'intérêt. Nous, ce qu'on a observé chez Empruntis, c'est que si on cumule quand même les informations sur la production, nous, on a observé comme une évolution des dossiers financiers entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025 de 34%. Donc cette évolution, effectivement, s'explique par déjà la baisse des taux d'intérêt. Sur 20 ans aujourd'hui, on a observé taux hors négociation 3,35 l'année dernière. 3,35%. Exactement. Oui. Alors que l'année dernière, on empruntait à 3,60. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on emprunte 300 000 euros sur 20 ans, la mensualité qui est de 1 805 euros est 50 euros en deçà de l'année dernière. D'accord. Donc, effectivement, il y a un souffle certain. On va voir justement, Caroline, un exemple justement sur le profil d'emprunteur type, ainsi que le primo-accédant. C'est à vous. Alors, notre emprunteur type, effectivement, lui, de nos sources Empruntis, a 38 ans. Il emprunte souvent, très souvent, pour 60% des cas en couple, et très majoritairement dans l'ancien. On voit bien qu'il y a une vraie souffrance sur le marché du neuf, effectivement. L'apport est assez stable, les durées de crédit augmentent. Alors nous, on est en deçà des durées de crédit du marché qui sont plutôt de 23 ans. Nous, on est à 17 ans,2. Et le taux moyen aujourd'hui, effectivement, on est à 3,35 sur 20 ans. Sur la globalité, on avoisine des taux à 3%. Si on parle du primo-accédant, mais si vous me le permettez, Olivier, j'aimerais bien parler du secondo-accédant. Je vous en prie. Parce que à qui bénéficie effectivement cette baisse des taux, ces incitations aussi privées et publiques, que nous verrons très certainement par la suite, elles s'adressent en priorité aux primo-accédants, mais le secondo-accédant qui quand même représente 50% de la part de marché. Très important, bien sûr. Et lui, un peu délaissé de toutes ces mesures. Je vais vous en expliquer les raisons. C'est-à-dire que quand il a acheté en tant que primo-accédant il y a 4 ans à 1,1%, et qu'aujourd'hui, taux historiquement bas, on était autour d'1%. Presque anormalement bas, je dirais. On est plutôt à des taux qui sont redevenus plutôt dans la normalité, même si on souhaiterait qu'ils soient un peu plus bas. Lorsqu'il a acheté il y a 4 ans à 1,10 et qu'il souhaite aujourd'hui s'agrandir, acheter une pièce supplémentaire, il a le coût de sa pièce supplémentaire, mais à 3,30 d'aujourd'hui, 3,35 d'aujourd'hui. Donc ça va lui apporter un effort de crédit bien plus important. Donc celui-là, il attend. Alors celui-là, il attend, mais pas tant que ça, parce qu'on l'a vu quand même revenir sur le marché. Si je peux vous donner un élément un peu chiffré, en 2021, le prix, Julien, si je me trompe, il faut m'arrêter, mais le prix moyen français du mètre carré était à 2021, à 3 890 euros. Ouais. On a pris une moyenne à 1,10%. Ça fait du prix du mètre carré 4 800 euros. Donc ça lui coûtait 1 000 euros, son prix du mètre carré avec le crédit. Aujourd'hui, le marché a un peu corrigé, on est à 3 800 euros du mètre carré, à 3,30. Le prix de son mètre carré lui revient à 5 400 euros, soit un effort de 1 600 euros du mètre carré. En fait, il a un effort supplémentaire de 60% pour sa pièce supplémentaire. Donc, c'est difficile pour lui de revenir sur le marché.
Pour autant, justement, c'est le moment où il faut pouvoir l'accompagner et lui proposer les bonnes choses. L'agent immobilier, le courtier. Quelles sont les perspectives, justement, en matière d'évolution des taux ? Y aura-t-il les banques vont continuer d'accompagner ce mouvement baissier des taux d'intérêt, on va dire, jusqu'à l'été, et puis la donne peut changer en septembre prochain. Quelle est votre vision ? Alors, ma vision, c'est que les banques, elles continuent de conquérir de nouveaux clients. Elles ont des enjeux, des objectifs de production qui sont toujours aussi élevés, puisqu'on s'attendait, on espérait tous sur le marché à cette reprise de la production. Donc, on s'attendait aussi à ce que les taux n'augmente pas. Aujourd'hui, on est plutôt stable, même très stable sur les 3 derniers mois. Donc pour moi, elles vont continuer d'accompagner les clients sur leurs projets immobiliers. Oui. Combien de temps ? C'est difficile, mais à peu près. Bon. C'est difficile. Alors, à mon sens, sauf catastrophe, les taux étant assez stable, sauf catastrophe, on ne s'attend pas, on n'a pas de signaux qui nous permettent de nous dire que les taux vont drastiquement soit augmenter, soit baisser. Ouais. Mais vous avez raison d'être prudente, effectivement. C'est difficile de se projeter. Très bien. En tout cas, là-dessus, on y voit plus clair. Qu'est-ce qui, tous les deux, permettrait justement de fluidifier davantage l'activité, Julien ? Il y a pas mal de mesures. On a vu qu'il y a eu un assouplissement au niveau du PTZ, ce qu'on a évidemment accueilli avec pour le neuf. Pour le neuf. Surtout pour le neuf. Bien sûr. France entière, jusqu'à un prêt à taux zéro garanti par l'État, jusqu'à 30% pour une maison neuve et 50% pour un appartement neuf. Alors c'est valable aussi dans l'ancien, mais avec de gros travaux, mais en tout cas ça devrait booster un petit peu l'activité pour les primo-accédants. Absolument. Je pense que booster le neuf aujourd'hui est une bonne incitation. C'est un marché qui est un peu en souffrance depuis quelques années. On a besoin aussi de ce marché-là en complément du marché de l'ancien sur lequel nos clients nous sont plutôt plus positionnés. On a aussi besoin, je pense aujourd'hui, d'avoir une trajectoire politique plus claire. Notre cher président s'est encore entretenu avec nous il y a 48 heures et c'était pas si clair. Je pense qu'il y a encore un voile qui pèse. Le mot logement n'a pas été prononcé. Absolument. Et je pense que c'est systématique sous Macron. Le logement n'est pas une priorité. Il y a quelques mesures. Heureusement, maintenant, on a un ministre du tutelle qui nous accompagne. Valérie Létard. Et qui est très très bien. Mais ça manque encore de vraies incitations. Le particulier a besoin qu'on l'aide. Je pense que dans un même temps, assouplir le PTZ, mais augmenter les droits de mutation, il y a quelque chose qui est quand même un peu particulier. C'est des situations toujours un peu ambivalentes. On va aider un secteur et puis de l'autre côté, le collecteur de taxes va agir. Mais du coup, on n'a pas de vision globale. Et je pense que pour que le particulier puisse se projeter dans son achat immobilier, qui reste quand même l'achat le plus anxiogène de notre vie, même si on fait tout pour apporter de la réassurance, aussi bien les courtiers que les agents immobiliers dans leur accompagnement et puis dans l'éclairage qu'ils peuvent donner. Je pense qu'on a besoin aussi qu'on ait une vision claire du projet français sur les mois à venir. Une attente en tout cas de trajectoire, de cap véritablement sur le logement. Caroline, pour vous? Alors, j'allais rebondir sur les propos de Julien. Pour moi, effectivement, la politique du logement est plutôt stable, parce que sans grande innovation. On est quand même dans une période attentiste à 1 an des municipales, 2 ans des présidentielles. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une révolution de part et d'autre sur les prises de position et sur les mesures qui pourraient être réalisées. En revanche, les mesures existent pour accéder à la propriété. Elles sont ce qu'elles sont. Alors, certes, on enlève le Pinel pour les investisseurs privés. On a besoin, pour autant, d'aider les investisseurs privés pour qu'ils puissent retrouver du souffle, remettre des biens sur le marché. Alors, pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit, Julien, nous, on a observé une part de financement plus importante ces 2 dernières années qu'auparavant sur les biens F et G. D'accord. Avec des enveloppes de travaux importantes. Alors, pas sur des investisseurs, plutôt sur la résidence principale, mais des acquéreurs qu'on ne voyait pas passer la porte de nos agences auparavant.
vont trouver de l'intérêt ou vont être orientés aussi, parce que c'est aussi ça, la valeur ajoutée d'un agent immobilier, d'un courtier, c'est d'orienter à une situation personnelle les acquéreurs, les futurs acquéreurs, sur après une idée reçue qu'ils avaient d'acheter une maison à côté. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas se diriger vers une maison avec plus de travaux parce que l'enveloppe globale va être intéressante et il y aura des prêts bonifiés proposés par les établissements bancaires, notamment dédoublement de PTZ, enfin beaucoup de choses, parce que les acteurs du marché immobilier se sont mis aussi en état de marche pour pouvoir proposer des solutions pour accéder à la propriété. Et donc toutes ces mesures-là, en fait, vont permettre, à mon sens, effectivement, de redynamiser un petit peu. Tout ce qui a été mis en place ne va pas permettre de faire exploser, malheureusement, le marché de l'immobilier. Mais en tout cas, vous dites, oui, il y a déjà beaucoup de choses, et notamment les banques qui accompagnent, les acquéreurs qui vont acheter, par exemple, des biens vertueux, classés A ou B, il y aura des décotes sur les taux, Absolument. Vont potentiellement aussi accompagner ceux qui vont engager des travaux, en disant, si vous achetez un logement qu'il est classé G, mais vous engagez à ce qu'il soit classé D, la banque, on va vous aider. En fait, il y a beaucoup de choses dans le domaine. Oui, Julien ? Non, je disais, il y a aussi une dimension, c'est que je pense que les vendeurs aujourd'hui ont une part de responsabilité sur la relance effective du marché. S'arc-bouter sur son prix de vente. Oui, c'est émotionnel aussi. Bien sûr. C'est bien. Bien évidemment. On veut bien le vendre au bon prix. Je rappelle que dans 80% des cas, un vendeur est un futur acheteur. Donc, c'est un jeu à somme nulle. On en est toujours là. C'est-à-dire, ce qu'il veut absolument gagner sur la vente, de toute façon, il va le perdre sur l'achat derrière. Il est temps qu'il y ait un rééquilibrage qui se fasse. Parce que, voilà, le marché, vous le disiez très justement, ils ont acheté à des points très hauts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez acheté très haut, les prix n'ont pas baissé et que vous voulez réemprunter avec un différentiel de taux qui est au moins de 3 points, c'est sûr que vous n'avez plus l'effet de levier d'avoir cette capitalisation, cette plus-value qui vous permet quelque part d'avoir un nouvel apport et de pouvoir scaler un petit peu, de cranter un petit peu en termes de mètres carrés. Il n'en demeure pas moins que rester figé sur une position. Et je pense que les vendeurs le voient bien aujourd'hui, notamment sur les résidences secondaires, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un marché qui est en souffrance aujourd'hui, qui est, pour plus de 80% des agents immobiliers interrogés, le marché secondaire est quasiment à l'arrêt. Donc il est temps aussi que on revienne à, c'est vrai, une valeur psychologique qui doit être alignée avec une valeur économique du marché. Alors, pour poursuivre justement, quels sont vos bons conseils pratiques pour justement passer par la case emprunt, pour bien emprunter ? Caroline ? Alors, pour bien emprunter, il faut bien connaître son projet. Alors, c'est assez antinomique avec mon propos de tout à l'heure, de dire... Je vais passer la porte de mon agent immobilier, de mon courtier, et parce que je sais exactement ce que je vais acheter. Et puis finalement de s'orienter sur d'autres choses. En revanche, il y a des métriques qui sont tout le temps, que l'on retrouve systématiquement. Bien déterminer l'endroit, en tout cas, où on veut acheter, pour quelles raisons on veut le faire. Les problématiques des uns ne sont pas les problématiques des autres. Bien avoir des comptes qui soient propres, avoir un peu d'apport, ça se marchera toujours bien mieux dans les négociations avec le banquier. Mais aujourd'hui, je dirais aussi qu'on a recadré, et le banquier aussi, mais chez nous, c'est pareil. Aujourd'hui, le DPE est obligatoire dans le montage du dossier. Auparavant, les banques observaient un profil, étudiaient un profil de client. Aujourd'hui, elle observe toujours ce profil client, mais elle observe aussi beaucoup le bien. Pas uniquement sa situation, la fluidité du marché, mais aussi le bien en lui-même. Effectivement, c'est est-ce que c'est un bien vertueux ? Est-ce que c'est un bien qui va le devenir ? Comment l'accompagner sur la vertuosité de future ? Donc, je dirais que l'accompagnement, pour moi, est vraiment la clé. Faire appel à un professionnel qui a toutes les clés en main, qui peut décrypter, qui peut avoir une situation, des solutions particulières sur une situation qui sera différente de l'une de l'autre. C'est pour moi le décryptage le plus important. Et il est temps de revenir sur le marché. On est sur des métriques qui sont plutôt normaux, retour à la normalité.
timide toujours. On dit un retour à la raison, oui. Oui, un retour à la raison, c'est ça, c'est un retour à la raison. Et il est toujours bon, je rejoins complètement Julien quand il indique que la pierre est une valeur refuge. Se loger, c'est un besoin fondamental. Donc pour le primo-accédant, c'est nécessaire, c'est toujours un bon moment. C'est la première pierre pour se constituer un patrimoine. Exactement. Aussi, penser à ses enfants plus tard, aussi aux générations futures. Julien, sur les bons conseils côté vendeur, côté acquéreur? Alors, pour les acquéreurs, premier conseil, évidemment, c'est de passer par un professionnel pour plein de raisons. D'abord parce que ce sont eux qui sont les plus à même aujourd'hui de vous indiquer, par rapport à votre situation, par rapport à votre projet, les meilleurs choix. Les meilleurs choix en termes, c'est comment maximiser finalement cette équation toujours complexe entre mon budget et puis mon rêve immobilier. Et puis parce que les professionnels n'ont jamais été aussi aguerris, avec beaucoup d'outils, avec beaucoup de formation, et ils vous permettent aujourd'hui d'effectuer un parcours immobilier vraiment sans risque, avec beaucoup de réassurance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je pense pour moi qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour acheter. L'offre est pléthorique. Les taux sont très raisonnables. C'est un alignement des planètes. Mais oui, moi j'ai mon premier appartement que j'ai acheté dans ma vie, c'était il y a quelques années, quelques décennies. J'avais eu un taux à 4,5, j'étais déjà très très heureux. Aujourd'hui à 3, franchement, même si les prix, c'est vrai, sont un peu élevés, mais je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que l'avenir, c'est ce qu'on en fait. Il ne faut pas attendre que les autres construisent son avenir. Je pense qu'il faut le construire soi-même. Je pense qu'investir dans la pierre, c'est s'assurer d'avoir un toit demain. Et que quand vous avez un toit, il peut se passer beaucoup de choses, mais vous êtes quand même un peu à l'abri. Donc je pense que si vous avez la possibilité d'emprunter, sachant qu'aujourd'hui, on sait que les Français n'ont jamais eu autant d'épargne, donc vous pouvez avoir de l'apport, et vous avez tout à fait raison, il faut de l'apport. Donc là, vraiment, allez-y. Je pense que les stocks sont importants, vous avez du choix, vous pouvez prendre le temps, et vous avez en plus des banques qui vous accompagnent. Donc pour moi, je pense que si demain je devais acheter de nouveau, je pense que j'hésiterais pas une seconde. En tout cas, c'est ce que je conseillerais à mes enfants s'ils avaient l'âge de le faire. Pour les vendeurs, parce qu'évidemment, je pense que encore une fois, on n'a jamais envie de vendre moins cher que ce qu'on a acheté. Il y a quelque chose d'antinomique. Ceci étant, il faut comprendre que si on vend moins cher, on va aussi acheter probablement moins cher si on fait un effort global. Mais c'est toujours pareil, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que acheteurs et vendeurs doivent s'aligner. Mais aujourd'hui, en termes de vente, je pense qu'il y a un vrai risque à se rester sur ses positions. Prix. Je pense qu'il faut différencier ceux qui vendent, quel est le projet. Voilà. Si on est en résidence principale ou en résidence secondaire, évidemment, les arbitrages ne sont pas les mêmes. En tout cas, donner du sens à son épargne, avoir confiance en l'avenir. Merci à tous les deux pour vos bons conseils. Caroline Pasquereau, merci beaucoup pour Empruntis. Julien Villeneuve, la boîte IMO, merci infiniment. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro IMO.